Bonjour et bienvenue à cette table ronde où nous allons réfléchir et échanger ensemble à comment coopérer et innover ensemble pour changer le regard grâce aux événements culturels. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la 8e édition du FESDIF, le Festival de la différence et de la diversité, et qui fête ses 10 ans cette année. L'occasion de retracer les rencontres que cet événement culturel a générées et les innovations inclusives qui en sont nées. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et nous proposerons un temps d'échange à la suite de la table ronde si vous souhaitez approfondir certains points. Comment, à travers la coopération des différents acteurs d'un événement, des solutions inclusives innovantes se créent? Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans le monde culturel? Les événements culturels peuvent-ils changer le regard sur la différence? À travers cette table ronde inspirante, techniciens, conseillers, acteurs, metteuses en scène et organisateurs témoigneront de leur expérience et aborderont ces différents sujets. Sans plus tarder, nous allons commencer par présenter les intervenants qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Ok, donc moi c'est Hichem, je suis chargé de développement chez KGBig. Nous sommes un acteur de la mutualisation et nous avons travaillé avec Inclusive Event, Rui, Didier et Access pour mettre en place une offre de matériel à destination des organisateurs d'événements pour assurer de la meilleure manière qui soit l'accueil des personnes en situation de handicap. Moi, c'est Ambroise, donc, et je suis comédien de la troupe Insolite Fabrique. Alors moi, je suis Malo Lopez, je suis responsable artistique de la compagnie Insolite Fabrique, qui est une compagnie hébergée dans un ESAT, voilà, à Lyon. Bonjour, moi je m'appelle Rui Pereira. J'étais à l'initiative du FESDIF en 2010 en 2011 pardon, pour la première édition. J'en ai coordonné d'autres et à l'heure actuelle, je suis référent sur l'événementiel et également créateur d'innovations telles que le comobility, cheminement d'accessibilité universelle. Et donc, je suis sous le nom d'Inclusive Events, mon entreprise. Bonjour, je m'appelle Didier Rousset, je suis salarié auprès de l'association AMAC Access Festival. AMAC, association de médiation à l'art et à la culture. On est spécialisé dans tout ce qui est accessibilité, dans tous les événements culturels, éphémères ou non. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation actuelle quant à l'accessibilité des événements culturels? Qu'est-ce que vous avez pu constater comme avancée ces dernières années? De mon côté, je pense qu'il y a quand même une évolution, notamment de la part des organisateurs. Moi, quand j'ai monté le FESDIF, donc le Festival de la différence et de la diversité, c'était encore les festivals auxquels je participais. En plus, l'accessibilité était vraiment limitée, à part peut-être la plateforme. Voilà, ça se résumait à une plateforme pour les personnes en situation de handicap, souvent mal placée en plus. Donc, c'était par défaut, on mettait du matériel. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a certains organisateurs, en tout cas, qui essayent en amont commencer à organiser et d'avoir une réflexion beaucoup plus générale sur l'accessibilité au-delà du matériel en fait installé d'accessibilité, mais également au niveau de la com, au niveau d'inclure des personnes en situation de handicap dans certaines équipes. Et donc il y a vraiment une volonté. Après, ça reste encore trop limité à certains festivals. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Certains festivals essayent de faire cette démarche, mais souvent un peu comme la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire qu'ils vont le faire au dernier moment, sans réflexion en amont, qui vont faire appel à des professionnels d'accessibilité,
type Access Festival, mais sans réflexion en amont, donc les choses sont mal installées. Mais voilà, il y a quand même une volonté de manière générale qui a évolué depuis une dizaine d'années. Merci Rui pour ce discours, puisqu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins sur complètement. Joue beaucoup mieux le jeu qu'il y a quelques temps. On est, nous, présents depuis 10 ans. Et effectivement, on a pu voir une avancée extraordinaire dans la prise en compte du handicap, non plus uniquement sur le spectre du matériel, mais aussi par les services. Et même maintenant, ça se développe encore de plus en plus, par la sensibilisation des festivaliers qui ne sont pas eux-mêmes en situation de handicap, pour justement dire, OK, vous avez aussi autour de vous, chers festivaliers, des festivaliers qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Regardez-les, ils sont présents. Et ça, c'est vrai que ça a évolué. Ça a évolué énormément aussi parce que, si je peux me permettre, la région a poussé aussi à le faire, notamment avec le label H+. Je laisserai mes camarades le développer plus que moi, mais ce label a déjà mis un coup de pied aux fesses qui a permis vraiment cette avancée, cette évolution et cette volonté de prise en compte du public avec un handicap. Et ça, c'est vrai que c'est bénéfique. Et une dernière chose, pour appuyer le propos, ce que j'ai remarqué qui a énormément changé, c'est qu'avant, c'était des personnes, des responsables, qui incluaient le handicap comme presque quelque chose de matériel. Il n'y avait pas d'humain derrière, donc c'était une réponse par le matériel. La plateforme, pour les personnes handies, voilà, on n'en parlait plus. Alors que maintenant, on a de plus en plus de personnes qui sont soit sensibilisées au handicap, soit qui travaillent déjà dans ce milieu-là. Donc, de fait, ils ont cette sensibilité qui font on vient nous chercher, nous, Access Festival, pour autre chose que le matériel ou autre chose que pour les services basiques. Et il y a une recherche de plus-value. Alors, tous les festivals ne jouent pas le jeu parce que pour des raisons économiques, pour des raisons philosophiques, politiques, qu'en sais-je, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui est en train de s'ouvrir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué en 10 ans. Ça a vraiment bien changé. Souvent, sûrement, on peut supposer, grâce aussi à l'évolution de la vision du handicap dans notre société, qui doit aussi participer à ça. Voilà. Ok, donc selon vous, il y a quand même eu des évolutions. Je voyais Hichem qui faisait comme ça de la tête. Non, en fait, j'ai juste un peu tiqué sur ce que tu disais, Didier, par rapport aux volontés qui peuvent être politiques ou philosophiques. En tout cas, pour ce qui est vraiment du milieu des festivals, la volonté inclusive, elle fait vraiment partie de l'essence de la création de ce type d'événement. C'est vrai que sur ces dernières années, alors on a beaucoup parlé des plateformes, mais il y a eu aussi un des secteurs précurseurs de l'accueil des personnes en situation de handicap. Ça a été paradoxalement les toilettes sèches. Il y a eu très très rapidement sur site des toilettes sèches PMR, pas toujours normées, pas toujours optimales. On est complètement d'accord avec ça, y compris sur les plateformes. Aujourd'hui, on voit bien que les plateformes ont été beaucoup bricolées par le passé, avec une volonté actuelle de normaliser ce type de processus. Il y a eu, j'ai en tête, du coup j'ai forcément un regard un peu différent. Moi ça fait 15 ans maintenant que je fais du festoche. J'ai bon an mal an bossé sur 200 éditions diverses et variées. Il y a toujours eu une volonté de la part des organisateurs, quelle que soit la taille de l'événement, quelle que soit sa situation géographique. Il y a des problématiques de moyens, qu'elles soient humaines ou financières. Il y a des problématiques techniques, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, on a été confrontés à ça, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, par rapport à la construction de cette plateforme PMR. On s'est rendu compte qu'en fait, une plateforme PMR en France, ça n'existe pas pour le festival. Donc il a fallu grâce à vous, on a pu travailler, réfléchir, construire quelque chose, faire construire quelque chose de spécifique. On s'est de facto rendu compte aussi de ce que ça coûte. En termes de travail en amont, en termes de travail technique, en termes de matériaux. Il y a une dichotomie quelque part entre les volontés et les moyens mis à disposition.
je suis assez d'accord avec toi sur le... On a toujours vu ça, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la problématique, c'est vrai que le financement public pousse. S'il n'y a pas de réel financement public qui vienne soutenir ce type de démarche, c'est extrêmement compliqué, d'autant sur des secteurs tels la culture, l'événementiel culturel de manière générale. On va mettre l'événementiel d'affaires de côté, c'est quand même une problématique, et l'événementiel sportif aussi, des problématiques différentes avec des ratios économiques qui sont très très différents. Mais sur l'événementiel culturel, c'est vrai qu'il y avait une vraie problématique de moyens humains, ça se paye. C'est aussi, en fait, in fine, c'est toujours des problèmes de thunes, enfin d'argent, pardon. Mais il y a toujours eu cette volonté, il y a toujours eu des gens qui ont tenté, qui ont essayé, qui ont fait des choses. C'était pas toujours très bien fait. Je me rappelle des plaques de roulage en cheminement pour les PMR. Enfin, toutes ces dynamiques-là étaient peut-être maladroites, mais il y avait cet impératif économique derrière, c'est-à-dire que du coup, on utilisait le matériel dont on se servait techniquement pour essayer malgré tout de générer de l'accueil. Donc, c'est en train d'évoluer aujourd'hui, d'une part parce qu'il y a les financements publics qui viennent derrière, c'est vrai, il faut le souligner, c'est pas négligeable. Aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des experts qui se sont positionnés sur ce secteur d'activité. Vous en êtes deux très bons représentants. Et forcément, maintenant, il y a, in fine, une partie des moyens financiers qui sont là, une partie des moyens humains qui sont là aussi. Donc ça avance, vraisemblablement pas assez vite, vraisemblablement pas assez loin. Mais je te dis, j'ai un peu tiqué quand tu as parlé de ce côté-là. C'est vrai que moi, j'ai toujours vu dans toutes les orgas où j'ai bossé cette volonté-là se heurter. Il y a ce que tu veux et il y a ce que tu peux, en fait, tout simplement, quoi. Donc voilà, j'ai bien compris ce que tu veux dire et je l'entends très bien. Je voulais savoir, vu que tu as l'expérience depuis 15 ans, à partir de quand ce que tu dis est valable? Est-ce que déjà, il y a 15 ans, il y avait cette dynamique ou elle est venue plus récemment, voilà? Moi, en fait, je l'ai toujours vu, déjà parce que moi, j'ai commencé comme ouvrier d'un prestataire en toilette sèche. Donc, j'en ai installé des cabines PMR d'emblée. Ça a été mon premier job dans l'événementiel. Donc, j'ai toujours vu ça. Après, il y a... je ne sais pas si on y reviendra, c'est pas forcément l'endroit pour ça, mais juste être bien conscient que quand tu organises un festival, tu construis une ville sur un terrain qui n'est pas adapté à ça. Tu as un ensemble de problématiques qui est souvent sous-estimé et sous-coté dans le reste de l'économie. Je pense à ce festival-là, qui est pourtant un festival qui fait énormément d'efforts et qui peut être cité en exemple, je pense, sur cette dynamique qui est le Hadra Festival. Il faut se rappeler du site où était organisé le Hadra Festival avant qu'il déménage. Faire de l'accueil de personnes en situation de handicap sur un tel site, ça nécessite des moyens colossaux et ils ont toujours eu cette volonté. Ils l'ont toujours fait du mieux qu'ils ont pu. Mais tu pars sur un terrain existant qui n'est pas fait pour ça. J'aurais beaucoup moins de tolérance, mais du coup le cas est moins général, mais de tolérance vis-à-vis d'une salle de spectacle qui n'aurait pas d'accès PMR. La dynamique n'est pas la même. Sur les festivals, l'inclusion a toujours été le cœur de la démarche. L'idée d'un festival, à l'origine, c'est de rassembler les gens, quels qu'ils soient, autour d'une dynamique culturelle. Donc c'est vraiment le quel qu'il soit qui compte. Et du coup, il y a toujours eu cette volonté d'être inclusif. Je vais peut-être un petit peu trop loin, ce sera peut-être des thématiques qui seront vues tout à l'heure, mais c'est vrai que je pense le deuxième pas, celui qui va nous manquer aujourd'hui, c'est vraiment l'inclusion dans les orgas des personnes en situation de handicap. Du coup, c'est vrai que ça, c'est un manque. C'est quelque chose qui est rare. On peut parler, les démons d'or, il y avait, mais du coup, il y a des exemples comme ceux-là, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que en fait, ça va être vraiment à partir de là qu'on va pouvoir passer un cap supplémentaire. Mais pour répondre précisément à ta question, je te dirais que de mon point de vue, depuis 15 ans, j'ai toujours vu cette volonté-là. Et c'est simplement que les solutions techniques, les moyens financiers, les moyens humains
sont arrivés de facto un petit peu au fil de l'eau, mais la volonté a toujours été là. Merci Chem. Eh bien, tu nous fais une très bonne transition. Non, tout à l'heure, Didier parlait beaucoup de maintenant, on sensibilise aussi les spectateurs aux événements, on fait tout, on essaie de mettre en place des choses pour que les spectateurs puissent venir à l'événement. Mais qu'en est-il en fait aussi des personnes en situation de handicap qui font partie du staff, qui pourraient aussi être bénévoles, et aussi des acteurs ou des comédiens, des artistes professionnels. Alors je pense que... Alors moi je vais peut-être aussi donner une réponse à ce qu'on disait juste avant, puisque moi je me positionne plus comme, je dirais, représentante des compagnies de théâtre professionnelles composées uniquement de personnes en situation de handicap. Et pour le coup, moi je m'occupe de personnes en situation de handicap mental, qui n'ont pas forcément des problèmes moteurs. Voilà, et nous, notre combat, c'est d'accéder aux salles, mais même d'accéder aux plateaux, nous, de théâtre. Donc en fait, moi, mon combat depuis 20 ans, c'est d'essayer de faire en sorte que ces personnes puissent être aussi reconnues comme des acteurs professionnels et puissent avoir les mêmes droits au niveau des équipements, au niveau des mises à disposition de salles, et qu'on puisse bosser dans des conditions qui soient les mêmes que les comédiens ordinaires, quoi. Donc en fait, c'est ça, nous, qu'on cherche. Alors les choses ont bougé quand même, ça bouge, mais c'est pas encore complètement gagné. Il y a des théâtres qui jouent le jeu, il y en a d'autres qui ont encore la trouille, je pense, tout simplement, parce que peut-être que le handicap, quand on est artiste, résonne encore trop avec médiocrité. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais quand aujourd'hui on dit qu'on fait du théâtre avec des personnes handicapées, ben, on nous range un peu dans une case ça va être un spectacle un peu d'amateur, un spectacle un peu de fin d'année, quoi. Alors que non. C'est-à-dire que je pense que les comédiens, en tout cas moi ceux que j'encadre, l'exigence est d'autant plus forte qu'on sait justement qu'on nous attend un petit peu et on sait que ça doit être hyper qualitatif. Et il faut s'entourer de professionnels, d'artistes compétents, d'intermittents du spectacle pour encadrer ces gens et puis réussir à faire entendre justement aux politiques, aux partenaires culturels, aux salles françaises que ces personnes peuvent aussi avoir une place sur les plateaux, mais pas juste dans une action culturelle ou sur de la mise à disposition de salles nues, mais avec un équipement et pourquoi pas aller vers une coproduction. Et voilà, donc on a un peu avancé là-dessus, mais on est encore loin. Donc nous, on a la chance, avec Insolite Fabrique quand même, d'être en lien avec un partenaire, Villeurbanne, qui est le Théâtre National Populaire. Il se trouve que c'est un théâtre qui est très attentif à notre travail et qui nous fait confiance. Ça fait 5-6 ans qu'on a la chance d'aller répéter dans leurs locaux. Les années passant, je crois qu'on arrive pas à pas vers quelque chose qui va sûrement un jour, je ne sais pas, avoir comme suite. Peut-être qu'on arrivera à être en coproduction avec eux, je ne sais pas, en tout cas on le souhaite. Mais jusque-là, ce qu'ils nous ont offert, c'est des salles, ok, pour répéter. Et bientôt, en 2022, ils vont enfin nous accueillir dans leur dispositif de compagnonnage, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre à dispo une salle équipée avec un technicien. Bon, ça paraît tout bête, mais pour nous, c'est un pas énorme. C'est-à-dire qu'on va travailler dans les vraies conditions, quoi. Donc voilà, les choses avancent, mais il faut encore bouger. Et je pense que moins il y a aussi de compagnies en situation de handicap sur les plateaux, dans les programmations, moins on fait venir aussi de gens en situation de handicap au théâtre ou au concert, tout ça. Et moins on est sur l'accessibilité. Enfin, je pense que tout va ensemble, quoi. C'est-à-dire que plus les théâtres auront des demandes de personnes handicapées qui viennent, plus on va se bouger pour peut-être trouver les bonnes installations et faire entrer ces personnes dans les salles, dans les festivals, et voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait plus de compagnies différentes et singulières sur les plateaux, quoi. Voilà. J'aurais une petite question à Ambroise. Merci. Par rapport à cette question et de savoir pourquoi il y a si peu de monde finalement en situation de handicap dans l'aspect plutôt artistique et l'autre côté du miroir, si je peux me permettre l'expression, je pense aussi c'est que parce qu'on leur a jamais dit qu'ils pouvaient le faire. Ça paraît complètement idiot, mais on oublie un petit truc, c'est que on est dans un fonctionnement depuis très longtemps où, entre guillemets, je ne veux pas faire de la sectorisation, mais c'est l'idée, où les valides ont pris le pas sur le fait de s'occuper d'eux. Du coup, le fait d'imaginer qu'on peut être dans une situation où on est à la place de personnes ou dans un rôle où on est responsable d'eux, où on est en train d'être derrière le miroir pour faire, faire des sensibilisations, pour faire, je sais pas, respecter les choses, faire un rôle qui est
inhérentes à des gens qui ont des responsabilités dans le festival, on leur a jamais dit qu'ils pouvaient le faire. Du coup, ben, ils sont pas à venir en disant est-ce que je peux le faire? Parce que peut-être qu'il y a l'idée aussi derrière, intrinsèquement, que s'il y en a un qui le fait, on lui dira non. On lui dira non, mais tu peux pas le faire parce que tu n'es pas capable de. Ce qu'on a très souvent dit aux personnes en situation de handicap. Donc ça marche pour ce domaine-là, mais ça marche pour d'autres domaines. Là, on touche un domaine artistique, on touche un domaine où peut-être, par exemple, pour les artistes, il y a une histoire d'expression artistique, il y a quelque chose à montrer, et peut-être qu'on leur a inculqué au niveau de la société que ben, ils n'ont rien à montrer. Et du coup, ben, comme on leur a pas dit qu'ils pouvaient montrer des choses, ben, ils le font pas. Du coup, ben, on se retrouve à un résultat aujourd'hui où ben, il y a peu de personnes. Donc voilà. C'est vrai que moi, j'y suis allé grâce à Christian et l'association. Sans ça, j'aurais jamais imaginé de me dire, mais tiens, je vais aller postuler à une association pour voir si on peut faire des festivals ensemble, m'occuper de la formation, de la sensibilisation. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça. C'est quelque chose qui, avec les rencontres, il faut rencontrer les bonnes personnes. Il n'y a peut-être pas assez encore de personnes pour pouvoir encore inviter d'autres personnes. Ça va venir avec le temps, justement, avec la démocratisation et l'accessibilité accrue de ces événements éphémères ou non. Mais plus on fera passer ce message-là, plus on arrivera à un résultat où des gens prendront et voudront prendre la responsabilité de faire des choses qu'ils n'auraient pas imaginées dans un autre contexte avant. Il y a une certaine forme d'autocensure, du coup. Eh bien, alors... Je vais rebondir, mais je vais faire là Ambroise. D'accord, ok. Bah justement, je voulais demander à Ambroise, toi, du coup, tu es comédien, qu'est-ce qui t'a donné envie? Et est-ce que tu te vois continuer être comédien? Ou est-ce que tu aimerais bien jouer? Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? À la base, il y a eu quand même mes parents derrière qui m'ont poussé à faire du théâtre parce que déjà en amateur, j'ai commencé par de l'amateur beaucoup quand j'étais petit et ça m'a plu déjà. Et en grandissant, je cherchais toujours à faire du théâtre. J'ai arrêté pendant un moment, j'ai repris l'amateur d'abord pour le loisir, ouais. Et moi, j'ai toujours cherché justement à ne pas être dans des troupes où il y avait que des personnes en situation de handicap, justement, où c'était des gens parfaitement normaux, parce que j'arrivais quand même moi à m'intégrer à ces personnes-là, et c'est très important de se sentir intégré et accepté par les autres, parce que quand on est plus jeune, par exemple, moi dans mon cas, comme je suis autiste, on va dire, c'est que déjà à l'école, tout ça, c'était un peu difficile de m'intégrer parce que je me sentais beaucoup rejeté par les autres. Donc, mais moi, j'avais pas le problème du fait d'être touché par le handicap moteur. Donc, c'est encore plus difficile pour des gens qui sont en situation de handicap non moteur, plutôt mental, où tu n'as pas forcément l'impression qu'ils sont handicapés, quoi. Donc, est-ce que après, c'est vrai que quand Malo est arrivé à proposer cette idée de monter une troupe de personnes en situation de handicap mental comme ça, professionnel, ça m'a tout de suite... j'étais tout de suite chaud pour ça parce que j'avais envie de refaire du théâtre et de continuer, de reprendre un peu l'exigence du théâtre et de l'apprentissage de texte, de tout ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a des endroits en particulier où tu aimerais bien, Malo, nous parler du TNP Du TNP, mais dans tous les théâtres de France, même dans les festivals les plus importants, si le festival d'Avignon peut-être, mais pour l'instant, on ne peut pas trop parce que nos pièces ne le permettent pas.
ne le permettent pas parce que c'est des pièces de sensibilisation au handicap, on ne pourrait pas aller dans un festival ou par exemple au Festival d'Avignon, en imaginant ça, où ça serait que pour faire de la sensibilisation au handicap, alors que ça serait plus pour faire des pièces de... une pièce de théâtre dite plutôt classique, où ça serait beaucoup mieux. Je peux compléter ça peut-être? Oui. Ah. Après, Je te laisse la parole. il y aura Rui. Non, c'est ce que dit Ambroise, c'est tout à fait ça. C'est que jusque-là, la compagnie Insolite Fabrique avait comme projet de créer des spectacles pour sensibiliser en fait tous les publics à la question du handicap. Et nous, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de le faire avec le théâtre. Et puis les comédiens que j'ai embarqués étaient pour. Donc on s'est même amusé avec ça. On a plutôt été sur des spectacles humoristiques, poétiques, avec beaucoup d'autodérision. Et en fait, il s'est trouvé qu'on a eu beaucoup de succès au début, autant auprès des écoles que des entreprises, que des étudiants qui travaillent auprès des futures infirmières, des futures personnes qui vont bosser dans le social, des assemblées générales. Enfin, on a beaucoup joué. Et puis aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, pour le monde culturel, ces spectacles n'avaient pas de valeur. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut s'inscrire dans le paysage culturel, c'est ce que tu disais, Ambroise, il faut y aller avec un vrai spectacle. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais il faut y aller avec un spectacle de répertoire, un spectacle où soit il y a un nom d'auteur, soit il y a un nom de metteur en scène. Alors, nous, on ne cherche pas à être connus, on cherche juste à être reconnus dans ce qu'on fait. Donc moi, je ne suis pas connue. Voilà, mais ce que je dis souvent à la troupe, c'est que tous les comédiens qu'on voit à la télé, ok, bon, ils sont peut-être pas tous bons, hein, mais il y en a plein qui sont bons et qu'on voit pas. Non, mais bon, enfin, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Et moi, je trouve que chez les personnes que j'encadre et que je mets en scène, il y a tellement de talent et tellement de sensibilité et tellement de générosité dans ce qu'ils produisent. Je me suis dit, mais nous aussi, on va la faire, notre pièce de répertoire. Et donc là, c'est le projet du moment. C'est aussi pour ça que le TNP est attentif, parce qu'ils ont vu qu'on pouvait aussi aller plus loin et que là, on est capable de travailler autour d'un Shakespeare. Voilà, donc c'est un peu un prétexte, Shakespeare et Roméo et Juliette, pour parler de tous les thèmes forts de cette œuvre, en fait, et des thèmes forts qui résonnent beaucoup avec les histoires de la troupe. Donc on est à fond là-dessus. Et voilà, mais maintenant, c'est vrai que tout le monde nous attend un peu avec ce spectacle. Donc pour l'instant, on n'a pas d'aide, on n'a pas de financement au niveau des administrations publiques, de la DRAC, tout ça, parce qu'ils ne connaissent pas le travail. Et encore faut-il qu'il faut que ces gens viennent voir aussi ce qu'on fait. Donc ils nous connaissent, ils attendent, ils sont attentifs, mais pour l'instant, ça s'arrête là. Donc on va essayer justement de leur montrer qu'on est capable. Mais c'est vrai qu'il faut quand même des salles équipées, parce qu'on ne peut pas créer une super installation lumière si on n'a pas une salle équipée de lumière, c'est tout bête. Voilà, donc on a quand même des financements, quelques fondations, quelques mécènes qui nous aident et qui ont confiance en nous et qui ont envie de nous encourager. Et puis peut-être qu'après ce spectacle, qui j'espère verra le jour en 2022-2023, on pourra peut-être aller plus loin et puis là être accompagné en coproduction et puis peut-être aller sur Avignon, tout ça. Mais tout ça, je dirais, c'est 20 ans de travail pour arriver à ça aujourd'hui. Donc tu parlais des ESAT artistiques, des ESAT culturels. Nous, pour monter la compagnie, on s'est nourri de tous les ESAT qui existent en France, les ESAT artistiques, peut-être qu'on en reparlera après, Amélie, mais en fait, ils fonctionnent tous un peu comme ça. C'est tous des ESAT, ils sont tous portés donc, par une association. La compagnie est professionnelle, mais on reste un ESAT parce que ces personnes, il ne faut pas se leurrer, être intermittent aujourd'hui, c'est compliqué quand on est en situation de handicap mental. Je pense que il y a quand même un confort d'être porté par un ESAT pour l'aspect médico-social, accompagnement éducatif. Donc c'est une chance aussi pour nous d'avoir une association qui nous suit, qui nous porte et qui permet à l'activité d'exister. Et que moi aussi, j'ai une casquette, parce que tu parlais aussi tout à l'heure d'accessibilité, mais il a fallu aussi que l'association Alget qui nous porte accepte aussi que mon titre, c'est tout bête, mais moi je suis aujourd'hui responsable artistique et metteur en scène. Je m'occupe de développer un peu la culture finalement avec la marque Insolite Fabrique. Eh bien, c'est un titre qui existe maintenant dans une association sociale. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un titre qui n'existe pas dans les conventions du social qu'on connaît. Mais pourtant, l'association reconnaît ce travail et reconnaît le projet. Et que ça fait aussi beaucoup de bien aux personnes qui composent la troupe, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Et c'est comme ça qu'on va réussir, comme les autres ESAT français artistiques,
à montrer qu'on peut quand même exister et que le travail qu'on fait est de qualité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on tend aussi petit à petit vers un ESAT artistique, même si il suffit que ce soit dans le projet d'établissement, que ce soit reconnu. Mais en tout cas, les ESAT français font ça. Donc ce sont des ESAT avec une compagnie qui tourne et qui s'associe à des partenaires culturels, à des artistes, des professionnels, et puis pour leur donner les mêmes moyens que tout le monde, quoi. Enfin, voilà. Alors en France, il y en a 6 ou 7 des ESAT autour du théâtre. Et puis, alors il y a le premier centre adapté de création artistique qui a été monté à Morlaix il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est tout récent. Le dernier ESAT, il a été monté en 2013 à Montpellier, la Bulle Bleue. Et c'est vrai que c'est un ESAT que je suis allée visiter souvent. On est en lien. On va peut-être aller faire une résidence chez eux l'année prochaine. Enfin, ça a du sens aussi. C'est magique. Alors eux n'ont pas de metteur en scène, je dirais, associé, rattaché à la troupe. Ils travaillent qu'avec des metteurs en scène extérieurs. Il se trouve que moi, j'ai monté le projet Insolite Fabrique et que je suis metteur en scène de formation. Donc j'avais aussi envie de montrer que ces personnes ont du talent et certains, je les avais formés dans le cadre du loisir. Donc voilà, mais j'espère aujourd'hui bosser avec d'autres, peut-être avec d'autres metteurs en scène et qu'un jour je pourrais dire, bah voilà, la troupe Insolite Fabrique a été mise en scène sur tel spectacle, tel théâtre, avec tel metteur en scène, tel chorégraphe. C'est ça l'idée aussi. Voilà, donc on y travaille, c'est un combat. Pour avoir vu vos spectacles, moi je ne vous dirais pas que c'est des faux spectacles ou des mauvais spectacles. Non, c'est juste que c'est vrai que c'est des spectacles qui trouvent difficilement leur place sur une scène culturelle parce que les exigences aussi des programmations, enfin, faut pas se mentir, hein, les théâtres mettent la barre ici. Attention, maintenant, on a quand même fait des fois des premières parties de soirée, notamment ici à Villeurbanne, encore au théâtre de l'Iris, puisqu'il y avait une soirée entreprise. La pièce qui était jouée était sur le thème de l'entreprise. Il se trouve qu'on a pu présenter, nous, un spectacle qui parle du monde du travail. Voilà. Après, ce qu'on aime aussi, nous, dans la compagnie, c'est que notre modèle, au départ, c'est effectivement la sensibilisation. Et il se trouve qu'on s'éclate aussi super bien avec ça. Et ça, on ne veut surtout pas le perdre, parce que le challenge aussi de la troupe, et ce que la troupe réussit à faire, et tout le monde ne peut pas le faire, c'est de se balader dans toute la France, avec des spectacles courts peut-être, qui font une trentaine de minutes, parce qu'après, on propose un échange. Mais c'est pas parce que c'est court que c'est pas de qualité aussi. C'est ça, des fois, on me le dit. et en fait, pourquoi court ? Parce que des fois, on va jouer dans une entreprise à 8h du matin pour les caristes qu'on fait la nuit. Et puis là, ils veulent sensibiliser ces gens-là. Donc la DRH me met en lien. Et on vient pour 8h du mat. Donc, il faut pouvoir s'installer en peu de temps. Voilà, des fois, ça se passe sur un quai, entre deux rayons, ou alors un amphi, c'est assez génial. Et c'est ça qu'on aime aussi. C'est ce défi de pouvoir s'adapter à n'importe quel plateau, dans n'importe quelle salle. Et on a des expériences quand même assez dingues, Ambroise, on peut le dire. On a joué, mais n'importe où. Mais c'est génial. Voilà. Donc, après, on a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et voilà, bien sûr qu'on veut jouer dans des vrais théâtres, mais le jour où on verra beaucoup plus de spectacles joués par des comédiens handicapés dans une programmation, j'entends bien, c'est pas pareil d'être dans une programmation, c'est-à-dire sur la plaquette, et être dans une action culturelle. C'est là où il faut faire la différence. Parce que des projets, on en a fait plein. C'est super, hein. On a eu des belles histoires, on a été sur des projets participatifs, on a fait plein de choses, mais vous ne nous verrez jamais sur une plaquette. Non, mais voilà. Par contre, je sens que ça bouge. Donc, on va y arriver. Même au niveau de la musique, les choses bougent et c'est bien. C'est important, quoi. Alors, je vois Rui qui trépigne sur sa chaise parce que je sais qu'il veut rebondir là-dessus. Peut-être nous parler du décloisonnement des institutions, de la programmation des lieux culturels. Oui, donc en fait, par rapport à la programmation dans les grands lieux, moi j'appelle toujours ça la culture avec un grand Q. Et ça m'énerve un petit peu parce que la culture, c'est partout, c'est à tous les niveaux. Et on peut avoir une culture de à moindre échelle, mais de qualité. Voilà. Et ça, je pense que c'est la mentalité aussi culturelle française, induite notamment par Jacques Lang, on va dire ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le politique. Bon, on peut couper ça après. En fait, voilà. C'est là où il y a une grande différence. Pour répondre un peu aux interventions qu'il y a eu avant, c'est valoriser en fait les personnes. C'est ça qui est important.
la valorisation, et c'est la raison d'être du FESDIF notamment, parce que le FESDIF, ma volonté, c'était sortir tout ce qui était fait culturellement dans les institutions, de qualité, comme vous faites, et les mettre dans l'espace public, et montrer que oui, il y a de la qualité, il y a des spectacles de qualité qui sont faits en institution, et qu'il faut venir les voir, et que, comment dire, elles méritent d'aller au-delà. Et même, bon, le FESDIF est d'une taille, voilà, ce qu'il est, quoi. Mais je pense que ça peut être un tremplin. J'espère qu'en fait, que le FESDIF sera un tremplin pour aller plus loin, en fait. C'est juste ça. Je n'ai pas la prétention d'avoir organisé un événement majeur ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est déjà dans cette dynamique de valoriser les personnes. Et pour revenir un peu aux personnes qui se sentent pas à l'aise, qui n'ont pas cette vision-là, le projet d'accompagnement de Cédric notamment, donc on a mis en place un accompagnement d'une personne qui s'appelle Cédric, qui travaille à l'ESAT Gallieni, qui adorait la régie sur le FESDIF, et avec donc l'Amiette, OPLA, qui était l'association de régie sur le FESDIF, en lien avec l'ESAT, qui a été aussi ouvert à ça et à accompagner cette démarche, d'accompagner Cédric sur la régie, sur d'autres événements qui étaient du mariage à la Biennale de la danse, en passant par plein d'autres festivals intermédiaires, de taille intermédiaire. Et moi, donc on a gagné un prix également de France Bénévolat à Paris, ça l'a valorisé. Et pour moi, c'est ça l'important aussi, c'est valoriser les personnes et qu'elles se sentent capables de faire les choses, et pas, comme tu disais, de se dire non, moi je ne suis pas capable parce que je suis en situation de handicap. Non, tout le monde en est capable à sa mesure, comme toute personne en fait. Chacun a ses qualités, ses défauts et ses potentiels ou pas. Et ça, c'est pas lié au handicap, c'est lié aux personnes, et on a chacun nos fibres. Moi, je suis nul dans le manuel, je suis plus intellectuel, et voilà, c'est comme ça, quoi. Et donc, et quand je vois Cédric à l'heure actuelle, comment il a évolué, comment, moi je l'ai connu depuis le début, dans le comité de pilotage du FESDIF, où il était présent, mais il n'osait pas parler, il n'osait pas intervenir, proposer des choses. Suite à cette expérience, et là il parle, voilà, et il s'implique de manière opérationnelle. Et ça, je pense que c'est super important de pouvoir valoriser, soit en diffusant les spectacles, et notamment en mixité de public. Donc je te rejoins aussi, Ambroise. Je pense que c'est vrai que c'est important que ce soit en mixité de public, parce que ça atténue cette problématique de dire, voilà, oh, les beaux handicapés, bon, je n'aime pas dire ce terme-là, mais c'est un peu ça en fait. Oh là là, les pauvres, etc. D'avoir ce truc un peu, je cherche le terme, mais oui, trop bienveillant, oui, c'est ça. Et alors quand c'est en mixité, c'est comme tout le monde, et on est comme tout le monde, quoi. Voilà, on est tous différents, et ça fait partie d'une différence, et c'est tout. Et donc, et c'est faire ces spectacles avec des personnes ordinaires, qui permet aussi de plus voir en fait le handicap, les personnes extérieures, de plus voir, parce que c'est mixte, voilà. Donc voilà, je suis un peu long, mais... Et par rapport à ça, est-ce que vous avez des retours du public, justement, l'impact que ça peut avoir sur le public Moi, je peux en parler. Oui, nous, du coup, dans nos représentations, parce qu'on en fait beaucoup, alors pas depuis un an, mais on a la chance de pouvoir pas mal jouer, parce que du coup, on propose des formes adaptables un peu partout, et au départ, on ne cherche pas à jouer donc dans des théâtres avec nos spectacles de sensibilisation. Du coup, on rencontre beaucoup de public, autant les enfants que des adultes, et que des gens d'entreprise, alors, que des gens en formation. Et en général, ils sont assez bluffés par déjà les compétences. Tu en parlais des personnes qui jouent. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on nous dit en fait, on a oublié le handicap. Oui, j'espère. On a vu des artistes raconter une histoire, faire passer des messages qui nous ont émus. Donc, voilà. Donc, nous, c'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire qu'après, les codes du spectacle,
on a les mêmes, nous, que les autres. Enfin, voilà, moi, en tant que metteur en scène, j'ai une formation, je la mets en pratique avec eux, comme j'ai pu le faire avec des personnes sans handicap. Et autant vous dire que c'est plus facile de bosser avec des gens comme eux, parce qu'ils sont beaucoup plus instinctifs, ils sont beaucoup plus généreux. Tu parlais que toi, tu étais plutôt un intellectuel qu'un manuel, mais pour le coup, des fois, quand tu es trop intellectuel, justement, tout passe par la raison, et tu es moins dans le lâcher-prise, tu es moins dans la production, tu es moins dans la simplicité. Tu te prends la tête, et du coup, ce qui est bien, c'est pas forcément toujours naturel. Et chez eux, tout n'est pas forcément bon à prendre, mais il y a tellement de choses dans leurs propositions artistiques qu'après, tu as le choix, tu fais le tri, et puis on en parle, on écrit ensemble, on répète, enfin, on fait comme tous les metteurs en scène, quoi. Donc les gens le voient, ça. Ils se rendent compte que les spectacles sont de qualité et ils sont assez bluffés, je crois, par la performance, tout simplement, des artistes, quoi. Et souvent, les gens pleurent. Voilà, donc, souvent, nous, on finit assez fatigués émotionnellement, en fait, après nos spectacles, parce qu'il y a toujours un échange avec le public et les gens sont souvent très, très touchés. Déjà par le propos de la pièce, parce qu'on a des spectacles qui racontent aussi des choses assez sensibles. Et la pièce qu'on avait jouée dans le FESDIF il y a quelques années, c'était Billy de pied sur terre. Donc c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'un enfant qui naît avec un handicap et qu'on va suivre dans toutes les étapes de la vie, ses grandes victoires, jusqu'au moment où il rentre dans le monde de l'entreprise. Donc ça touche beaucoup aussi, parce que déjà, il y a des gens qui sont touchés par le handicap et que ça bouscule un peu. Et en même temps, ils se disent, mais on peut grandir alors avec un handicap. Quand on va dans les lycées, les gamins nous disent ah, mais madame, en fait, je ne savais pas, ils savent lire, ils savent parler, en fait, ils savent chanter, quoi. Bah ouais. Et puis après, au début, les gamins ont des gros préjugés, et puis après, on ne peut plus partir. Ils s'échangent les numéros de téléphone, et ils se rendent compte que, bah ouais, ils sont capables aussi de bosser et d'avancer. Par contre, c'est vrai que tu le disais, c'est exigeant. On travaille beaucoup, mais qui aujourd'hui ne travaille pas pour arriver à une exigence il n'y a pas de secret, quoi. Donc les retours sont plutôt bons, ouais, au niveau de ce qu'on fait. Donc on est plutôt content. Hein, Ambroise. Et tu bosses aussi, il faut dire. Quand même, non? On dit changer le regard par rapport à la différence à travers la culture, du coup c'est un des leviers aussi. Ah bah oui. C'est sûr qu'il faut réussir à faire changer ce regard, à bouger les lignes, et on le fera de toute façon. Et comme disait Rui, avec des spectacles, avec des concerts, avec de l'accessibilité, pour que les gens voient tout ça et qu'ils oublient, tiens, ça c'est une compagnie ordinaire, pas ordinaire. Non, on est juste des compagnies, quoi. Et puis voilà, tu disais mélanger les gens, mais nous, quand on va dans un théâtre répété, l'idée aussi, c'est d'être hors les murs. C'est que si on bosse toujours dans nos locaux, on ne sort pas et on ne croise pas les techniciens, les régisseurs, tous ces gens qui peuvent un jour travailler avec nous. Donc, c'est ça qui est important. Et actuellement, tu parlais de technique aussi. Je bosse avec 2 musiciens. Et du coup, moi, j'ai un comédien là, qui est plus sur l'aspect technique. Il se retrouve de moins en moins sur le jeu d'acteur. Par contre, il a envie d'aller vers la technique. Donc là, on le met au sampler, on le met aux engins, à l'ordi, au pad, et il s'amuse et il s'éclate parce qu'il est en train de découvrir des outils. Et il progresse. Et on lui laisse la main surtout. Et c'est les musiciens qui l'accompagnent. Et j'ai même décidé qu'il serait au plateau, quoi. Il serait sur scène pendant le spectacle et il va être là pour créer du son. Et voilà, donc il faut y aller, quoi. Mais c'est du boulot. Mais on est là pour ça. Hein. Ça, on l'avait remarqué aussi, nous, dans notre groupe de techniciens, quand on avait accompagné Cédric, qu'il y avait aussi ce changement de regard, en tout cas, tout ce travail. Et ça me fait penser aussi... sur les événements en général, le FESDIF, on accueille au moins une 50aine de bénévoles en situation de handicap. Et ça me fait penser quand Access fait de l'handi-accueil dans des événements et que le bar est tenu par des personnes malentendantes ou sourdes. Enfin, je ne sais pas si Didier, tu veux rebondir là-dessus, mais ce que ça change aussi. Et je sais que dans votre ESAT, il y avait l'idée aussi qu'il y ait une cuisine avec le service qui était fait aussi par... Nous, on est dans un lieu qui s'appelle l'Extra, en fait, qui est au bout de l'ESAT. Et dans ce lieu, il y a 3 salles qu'on met à disposition, justement, à qui le veut, pour venir faire des réunions, faire des formations, faire des petites répètes. Et c'est un lieu qui est très sympa. Et nous, on y est. Donc, l'idée, c'est qu'on peut y bosser. Et surtout, quand les gens, par exemple, une entreprise vient faire sa réunion chez nous, et le matin, on fait un petit accueil théâtralisé. C'est-à-dire qu'on va proposer un petit before work avec... Melchior qui va être en tutu et qui va nous faire un petit moment de danse dehors à 8h du mat avec une enceinte portative et les gens sont tout de suite dans une ambiance super sympa, ils sont bien et pourtant les entreprises qu'on accueille ont des fois des méga locaux pour faire des réunions, mais ils préfèrent les faire chez nous pour ça, parce qu'en fait ils trouvent qu'il y a un univers
super sympa. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'humain, d'humanité. Et ça, on est en train de le perdre, en fait. Et c'est triste de dire que les gens viennent nous voir pour retrouver ça. Alors que, j'ai envie de dire, c'est naturel. Enfin, en ce moment, moi, je lis. Hier, je suis allée dans une école avec... c'était pas toi, c'était avec Cécile. Et devant la porte de la petite école maternelle, c'était écrit « Le port du sourire est obligatoire ». Bah, évidemment, c'est naturel. Enfin, le matin, on devrait arriver et se dire bonjour avec un sourire. Bon, en ce moment, c'est difficile, mais voilà, c'est des choses simples. Mais on en est à réinventer tout ça, alors que ça devrait être simple et naturel, quoi. Et c'est vrai que nous, on ne se pose plus cette question, parce que les personnes en situation de handicap ont tellement dépassé leur handicap. Enfin, ils sont sympas, quoi. On travaille avec simplicité, avec instinct, on ne se prend pas la tête. On est comme on est. Je veux dire, on n'a pas à toujours essayer de faire de... Et je crois que nous, on a fait notre boulot. Moi, ça fait 20 ans que je bosse là-dedans, que j'ai travaillé avec des bouts de ficelle. J'ai toujours essayé de m'adapter au reste, à ce qu'on me proposait pour pouvoir essayer de rentrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est peut-être à la société de progresser, quoi. Parce que je crois que nous, on a fait notre part de boulot. Et peut-être que, voilà, il faut aussi faire bouger les lignes. Mais il faut que tout le monde y participe, quoi. Voilà. Je sais pas si tu voulais rebondir, Didier, ou Non, pas spécialement. Ok. Beaucoup, hein. Et bah peut-être juste. Après on va parler, mais juste pour clore un peu ce sujet. Ambroise, toi, est-ce que tu veux nous dire ce que ça t'apporte du coup la pratique du théâtre? En fait, l'autisme, on se referme beaucoup sur soi-même. Et c'est vrai que moi, je me suis refermé quand je suis rentré au collège, lycée. Je l'ai ressenti comme ça parce que vu que les gens comment dire, me rejetaient, ouais, c'est ça que je cherchais. Donc, ils me rejetaient beaucoup. Donc, je me suis mis de côté pendant un certain temps. Et quand je suis arrivé justement en ESAT, au début, ça s'est toujours mieux passé en ESAT. Et même à l'extérieur, parce que, en fait, mes parents me poussaient, c'est quand même dans le monde extérieur, à être avec des gens, on va dire, dits normaux. Et en fait, les gens m'acceptaient plus en étant dehors, je veux dire, par exemple, j'ai fait beaucoup de scoutisme, des trucs comme ça. Donc, justement, j'avais l'impression d'être beaucoup plus ouvert. Alors qu'à l'école, ce que me renvoyaient les gens, c'est que j'étais pas normal et que j'avais pas beaucoup d'amis. Donc ça joue aussi beaucoup sur le fait que quand je suis arrivé au théâtre, au début, j'étais très ouvert à faire du théâtre parce que je savais que ça me ferait du bien. Et ça me fait toujours autant de bien. Et parfois, j'aime bien aussi participer, par exemple, à cette table ronde, à des interviews quelconques, qu'on participe aussi qu'on participe encore plus à des trucs qu'on a eu sur les plateaux télévision, sur des trucs comme ça. Ouais, il a pris un peu le melon, bref. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais t'as raison, il faut plus de... Non, mais c'est vrai. Ouais. Et voilà. Et si, ce que t'aimes aussi, c'est quoi? C'est le contact avec les enfants. J'ai beaucoup plus ce contact-là avec les enfants. Et T'as pas une petite anecdote à nous raconter sur... Tu te souviens d'un enfant un jour à qui j'avais demandé, tu sais ce que c'est l'autisme? Parce que tu avais parlé de ça. Ah. Et qu'est-ce qu'il t'avait répondu, tu te souviens? Je m'en souviens plus. C'est quelqu'un qui louche. Et ça avait été génial. Et du coup, les enfants, c'est ça aussi. Enfin, je peux le dire, mais... Ce qui est génial, c'est vrai que toi, tu aimes bien quand on joue devant des écoles, Ambroise. Parce que ce contact avec les enfants est tellement naturel et sans filtre que je trouve ça super, quoi.
Et on a un comédien qui a une main en forme de fleur, on appelle sa main comme ça, parce qu'il a une hémiplégie. Et du coup, moi, j'aime bien aussi utiliser le handicap pour nourrir un personnage, une posture, plutôt que de le cacher. Elle est là, cette main. Donc voilà, on en parle dans l'histoire. Et il y a un enfant qui avait dit après le spectacle, « Mais c'est ta vraie main ?» Et c'est génial. Ça veut dire que le gamin, il a vraiment été dans le spectacle. Comme tu pourrais mettre un masque, tu as mis une fausse main, quoi. Bah, moi, je trouve ça super, quoi. Là, je me dis que le regard a changé, quoi. L'enfant, il était vraiment dans les codes du spectacle. Tu te souviens de ça ? Ouais, je me souviens de ça. Voilà. Ben, merci pour ce témoignage, Ambroise et Malo. Alors, pour revenir au début dans l'état des lieux, en fait, vous avez mentionné justement que l'accessibilité souvent était conditionnée à des difficultés économiques, des moyens matériels, des moyens humains. Alors, à la Miette, nous, il y a des mots qu'on aime bien, c'est coopération, collaboration, mutualisation. Et il me semble que là, vous êtes plusieurs à avoir collaboré, coopéré et mutualisé et innové pour l'accessibilité. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer pour en parler. Allez. En effet, c'est pour voilà, caricaturer un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, la volonté des organisateurs d'événements, elle a toujours été là. Et donc, nous, en tant qu'acteurs de la mutualisation, l'association KJBig a été sollicitée par ces organisateurs en nous disant ouais, on en a marre de bricoler, on aimerait pouvoir faire les choses de manière plus professionnelle, disons. Du moins, pouvoir proposer, désolé du terme, j'en ai pas d'autre en tête, mais une prestation d'accueil qui soit normalisée, qui permette de vraiment créer de l'accessibilité, créer de l'inclusion. Et ouais, de facto, il y avait le problème financier, c'est-à-dire que quand on se posait la question de comment on fait, il faut sortir des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Et c'est évidemment pas accessible. Sinon, on continue de bricoler, ce qu'on a toujours fait. Voilà. Et donc, nous, on a... J'allais dire, on a pris le taureau par les cornes, mais c'est pas tant ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, qu'est-ce que la mutualisation ? On s'est vraiment posé cette question-là. Est-ce que la mutualisation, c'est réaliser des économies financières ? Ou est-ce que la mutualisation, c'est réaliser des économies financières pour en faire quelque chose ? Est-ce que c'est dégager des marges de manœuvre budgétaires qui puissent permettre de réinvestir sur des thématiques qui sont importantes ? Et nous, on a trouvé que c'était une bonne définition de l'idée. Et on s'est dit qu'on pouvait faire réaliser des économies aux organisateurs et proposer, que ce soit sur l'inclusion ou sur l'écologie, des programmes ambitieux. Pour le coup, on a été très ambitieux. On était en 2019, c'était complètement fou. Entre-temps, on a perdu un petit peu de cette ambition. Malheureusement, 2020 a été ce que ça a été. Mais on a quand même continué sur cette voie-là. On connaissait très bien AMAC, Access, du coup, puisqu'on se croisait depuis un certain nombre d'années sur les événements. Donc notre premier réflexe a été de se tourner vers eux. On a rencontré RUI par la même occasion. Et donc, on s'est dit, assez bêtement, dites-nous, en fait. Dites-nous, il faut quoi ? On fait quoi ? On fait comment ? Il faut quel type de matériel ? On est allé très très loin sur la liste. Parce que, en fait, nous, il y a des choses dont on n'a pas conscience. Nous, c'est vrai que pour nous, j'ai changé, mais je vais faire comme avant. Pour nous, un handicapé, en fait, c'est un mec en fauteuil roulant, quoi. On n'a pas conscience, du coup, on l'a appris entre-temps, des 7 catégories de handicap. On n'a pas conscience des handicaps invisibles, des handicaps visibles. On n'a pas conscience des besoins des personnes qui peuvent avoir des handicaps dits mentaux ou comportementaux. C'est vrai que nous, tout ça, c'était assez loin. Et donc, du coup, il a fallu qu'on aille lister quand même. De quoi peuvent avoir besoin ces gens, en étant tout à fait franc et honnête, en disant on veut savoir, on ne le fera pas dans les 6 mois. Il y a quand même aussi, quoi qu'il arrive, toujours une réalité. Et on a conduit là, cette opération
qu'on a réussi à faire financer en partie donc, par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il faut quand même le souligner. Et on a réussi, malgré le contexte actuel, à financer cette plateforme PMR. Et donc là, on s'est rendu compte sur ce projet-là, particulièrement, qu'en fait, personne n'avait fait ça. Quand on est allé faire des recherches, quand on a pris contact avec des professionnels en disant bah, nous, on veut une plateforme PMR. Ouais, bah, tu prends ça, machin. Non, mais ça, on sait faire, ça. Bricoler avec 4 machins et sortir un plateau avec une rampe comme ci, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, maintenant, comment on fait une plateforme PMR, en fait bah, il a fallu qu'on invente, du coup. On a eu la chance d'avoir, en fait, encore une fois, dans le milieu de l'événementiel, dans le milieu du festival, on a cette chance-là d'avoir des gens qui sont ultra compétents. C'est dingue. On a toutes les compétences sous la main. Il suffit d'aller les voir et de leur dire, ben voilà, je veux ça, dis-moi comment on fait. Et on trouve des solutions. Voilà, c'est en grande partie notre job, trouver des solutions. Et on a trouvé, donc, grâce à 3J Music, qui est historiquement un fabricant de scènes. Et donc, du coup, on a travaillé avec lui et on a pu vraiment travailler avec une réflexion différente. C'est-à-dire que c'était plus l'idée de mettre un plateau et d'y coller une rampe non. Là, c'était vraiment de se dire, la rampe, elle doit être à 5%, peu importe la taille, peu importe, voilà, comment on produit une rampe à 5% et comment ensuite on construit quelque chose qui vienne s'adapter à cette rampe-là. On est, bah, je le dis ouvertement, tellement fiers du résultat. Vraiment, voilà, on est super fiers. Moi, ça m'a généré pas mal d'émotions, parce qu'en fait, au final, j'ai quand même passé pas loin de 2 ans sur le truc. Quand on a pu enfin aller chez notre constructeur pour aller voir le matériel, travailler ensemble sur comment ça se monte, comment on va pouvoir derrière transmettre aussi aux équipes la manière de monter ce genre de choses et tout. C'était assez dingue. On a envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, forcément, enfin, encore une fois, c'est pas pour chercher des excuses aux organisateurs, mais c'est vrai que nous, quand on a monté ce projet-là en 2019, on sortait de plusieurs années qui avaient été assez formidables. 2016, 2017, 2018, 2019, c'est des années dans l'événementiel culturel qui ont été quand même assez extraordinaires. Et donc en 2019, les organisateurs, ils avaient vraiment aussi cette volonté en disant du coup là, tu vois, on s'en sort bien, ça marche, on a de plus en plus de monde, on peut dégager de plus en plus de moyens pour aller sur ces terrains-là, on va pouvoir enfin aller se mettre en conformité et tout. 2020 a rebattu un peu les cartes, donc il y a forcément des choses, enfin, c'est pas que l'inclusion n'est plus prioritaire, mais sur l'inclusion, il y a des problématiques. Je pense aux véhicules de transfert entre le parking et l'handi-accueil, par exemple. Ça ne peut plus être des priorités aujourd'hui pour les organisateurs. C'est très difficile aujourd'hui de mettre des moyens là-dessus. Par contre, il y a toujours cette volonté d'avoir un handi-accueil, un spot handi-accueil qui soit vraiment avec du matériel spécifique, avec des frigos médicaux, avec des banques d'accueil qui soient bien faites, avec des tentes qui soient repérables, avec de la signalétique et tout c'est l'identification des équipes aussi, qui a fait l'objet d'une réunion il y a très peu de temps avec des organisateurs, du coup, de savoir comment on peut habiller les équipes pour les rendre plus identifiables, mutualiser aussi une certaine signalétique pour que les personnes en situation de handicap, quel que soit l'événement où elles aient les mêmes repères. Donc il y a toujours ce travail-là qui est en cours. Une des choses, et c'est vraiment dommage, mais par exemple une des choses qui est malheureusement un petit peu mis de côté, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intégration des personnes en situation de handicap dans les équipes. Alors c'est des problématiques qui peuvent paraître moches, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres mots, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il va y avoir des problématiques d'efficacité, de productivité des équipes, qui font que, en fait, très concrètement, les montages vont être assez complexes, mais du coup, l'argent disponible ne l'est pas forcément sur les montages, donc il va falloir que ça aille vite, il va falloir que... Et c'est vrai que tout à l'heure, quand on en parlait un petit peu, les intégrations des personnes en situation de handicap,
je pense qu'un des freins sur les intégrations des personnes en situation de handicap sur les équipes techniques ou voire dans les orgas et tout, elle est aussi un peu liée à ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors je pense une part de peur qui est de se dire une personne en situation de handicap potentiellement se met en danger en embrassant du matériel qui n'est pas forcément rationnel. Je veux dire, s'il le fait à son rythme, s'il est accompagné, s'il est formé, il doit être capable de le faire. Mais du coup aussi une notion très économico-économique liée à la productivité des équipes, c'est-à-dire que voilà, les temps de montage sont assez courts et que du coup, de facto, c'est peut-être difficile, tu vois, d'intégrer sur des montages, sur des démontages. C'est différent en exploitation, c'est peut-être différent sur des bars, différent sur de l'accueil, sur de l'exploit, mais c'est vrai que sur du montage, du démontage, ça peut être problématique. Il y a un frein, je pense, à l'intégration de ces personnes-là. Mais ça va évoluer. Et en tout cas, nous, pour parler vraiment, revenir à nous, on est très très content d'avoir réussi à ouvrir ce programme-là. On est très content d'avoir réussi à intéresser la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce programme en particulier, sur le nôtre, d'avoir pu avoir un subventionnement. On espère aller encore plus loin dans les années à venir. Du coup, on n'est plus sur la même temporalité. Mais c'est vrai qu'on avait l'idée d'avoir une plateforme PMR, d'avoir, ça c'est fait, d'avoir un spot d'accueil qui soit médicalisé, entre guillemets, avec un fricot médical, avec des installations qui soient pertinentes, d'avoir un vrai stock de signalétique qui puisse être repérable immédiatement. Je parle sous votre contrôle, mais j'oublie un certain nombre de choses. Le cheminement aussi, évidemment. Le cheminement, je pense que c'est un des éléments fondamentaux. C'est encore une fois, et ça pour le coup, lui, on parlera beaucoup mieux que moi, mais quelque chose qui n'existe pas, qui a toujours fait l'objet d'adaptation. Et là, pour le coup, on est vraiment sur la vraie dynamique d'adaptation, c'est-à-dire que tu as besoin de plaques de roulage sur ton montage. Et ces plaques de montage, tu en as plus besoin en exploitation, ces plaques de roulage. Et donc, du coup, tu te dis, en gros, si un tracteur il roule dessus, un fauteuil roulant aussi. Baf. Non, mais c'est vrai en fait. C'est vrai, c'est malheureux, mais enfin, c'est malheureux, c'est maladroit, mais c'est vrai. C'est toujours mieux que rien, in fine. Mais du coup, c'est vrai que de partir dans la logique, je sais que pour en avoir parlé avec Rui, par exemple, une des questions qu'on avait par rapport à son initiative, et qui participe toujours à cette même logique, c'est de lui dire, ouais, si un fauteuil roulant il peut rouler dessus, tu penses qu'un tracteur il peut passer? et que du coup t'as malheureusement toujours cette logique-là, parce qu'en fait, tu as toujours ces contraintes qui sont matérielles, techniques et financières, et de te dire, est-ce que... et c'est vrai que pouvoir avancer sur les cheminements, avoir des vraies possibilités d'aider les gens à s'orienter sur les festivals, d'avoir des vrais points de repère, d'avoir une vraie normalisation en fait, de ces processus-là, c'est en tout cas pour Kajibig un objectif, un vrai objectif. C'est nous... on est tout à fait conscient qu'il faut qu'on mutualise du mobilier, on est tout à fait conscient qu'il faut qu'on mutualise tout un tas de choses, mais on ne voit pas forcément l'intérêt de mutualiser tout ça si ce qu'on arrive à économiser, on ne le réinvestit pas dans une dynamique qui soit inclusive et écologique. Ce sont pour nous en fait les deux jambes qui vont nous permettre d'avancer vers l'avenir. C'est beau, c'est la première fois que je la sors celle-là. mais voilà, en fait, c'est vraiment notre idée, en tout cas notre objectif, quoi. Merci Hichem. Oui, parce que la plupart des organisateurs d'événements en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui ressortent, c'est que oui, ils veulent bien mettre des plateformes, etc. dans leurs événements, mais acheter tout ça pour une fois dans l'année, c'est cher. Donc en effet, on est venu l'idée de mutualiser du matériel en passant à travers le projet de Kajibig. Donc il y a d'autres choses que vous pensez pouvoir mettre à disposition. Après, c'est peut-être aussi en lien avec Access, avec Rui. Je ne sais pas comment ça se monte. Je peux continuer à le faire. Non, pardon, du coup, j'aurais dû garder. Autre chose, alors là, pour l'instant, nous, vraiment, la plateforme était un objectif. Et, en fait, franchement, on est allé au bout de ce projet.
je vous cache pas que du coup, si on devait revenir un petit peu en arrière, on ferait peut-être les choses différemment, parce que si on a que du public assis, en fait, la plateforme, elle perd un petit peu de son intérêt sur cet été. C'est- donc ouais, on aurait peut-être dû ou peut-être prendre les choses un petit peu dans un sens un petit peu différent. Pour nous, la plateforme, c'était important parce que c'est un marqueur. C'est un vrai marqueur. On l'a dit très très longtemps, hormis les toilettes sèches et la plateforme, en équipement PMR, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, pour nous, c'était un marqueur très important de dire il y a une plateforme PMR, une vraie plateforme PMR que vous pouvez utiliser sur des différents festivals. Là, on va vraiment s'orienter vers des choses qui sont moins onéreuses. De l'équipement pour les équipements d'e-accueil, de la signalétique pour les équipements d'e-accueil. On va essayer de normaliser quelque chose. Et encore une fois, on se met plus de deadline temporel parce que la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, clairement, les préoccupations des organisateurs sont malheureusement focus sur des choses assez pragmatiques, même si elles sont assez exceptionnelles, Covid, protection des personnes et tout. Il y a aussi ce grand questionnement quelque part aussi de est-ce que les personnes en situation de handicap vont aller en événement avec les idées de Covid, avec les possibles comorbidités de ces populations-là. Et après, il y a un autre courant aussi, enfin, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui. Enfin bref. Et là, j'allais dire qu'en fait, il y a aussi en fait, il y a aussi la vraie question. En fait, au fond, il y a une question qu'on aborde peu, que c'est pas forcément l'endroit d'aborder ça et tout, mais est-ce que c'est du rôle des organisateurs d'événementiels de le faire? En fait, c'est une vraie question, en fait, quelque part aussi. C'est-à-dire que les organisateurs d'événementiels, ils ont de la volonté, ils ont envie de le faire, ils s'attribuent cette compétence. Mais en fait, in fine, est-ce que c'est pas l'État, les collectivités territoriales qui sont responsables, en fait, de ce genre de choses? C'est un autre courant, on le balaye, on y reviendra peut-être un autre jour, mais du coup, ça fait partie aussi des questionnements, voilà. Mais on va, et là, vraisemblablement, avoir de la signalétique, avoir du coup, de l'identification pour les équipements d'e-accueil, peut-être réussir à avoir une protente en d'e-accueil, tout ça. Mais voilà, il faut réussir à mobiliser des ressources financières à mettre en commun aujourd'hui. Voilà, c'est compliqué. La volonté est toujours là. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai jamais entendu un organisateur d'événementiel me dire moi je m'en fous, ça m'intéresse pas, quoi. J'ai jamais entendu ça. On peut faire un parallèle avec l'écologie. J'ai jamais entendu un organisateur d'événementiel me dire l'écologie c'est bon, vas-y, on va tuer la planète, c'est pas grave, quoi. Simplement, après, il y a une réalité qui est ta capacité à agir, ta capacité à mobiliser de la ressource, la possibilité aussi de répondre aux attentes du public tout en mettant en place, par exemple sur les cheminements, si tu mets un cheminement mais que tu as 4000 personnes au milieu de ton cheminement, ton cheminement il ne sert plus à rien. Est-ce que tu as la possibilité physique d'avoir un cheminement qui permette l'accès aux différentes installations sans avoir 4000 personnes au milieu du passage? Après, derrière, il y a aussi ces problématiques. Est-ce que tu peux vraiment te dire, enfin, dans l'absolu, tu devrais pouvoir, enfin, tu devrais, mais te dire, je fais un événement qui est adapté aux personnes en situation de handicap? Est-ce qu'un événement adapté aux situations de handicap est adapté à ton modèle économique et à l'accueil du public suffisant pour le rentabiliser, en fait? Du coup, tu vois, tu as toutes ces thématiques qui sont relativement complexes, finalement. Dans l'absolu, d'un point de vue strictement théorique, si ton événement il est accessible aux personnes en situation de handicap, en théorie, il est accessible à tout le monde. Ça fait, normalement, dans ce sens-là, ça marche. Par contre, voilà, l'exemple bête, c'est si tu as du cheminement pour les personnes à déficience visuelle ou en mobilité réduite, mais que tu as 2000 personnes qui stationnent dessus, voilà, ça marche plus, quoi. Donc en fait, il y a toutes ces problématiques, et toutes ces problématiques, nous, on essaie de les travailler collectivement avec les organisateurs. C'est vrai que là, ces derniers temps, on n'a plus trop fait de réunions, donc avec Access et avec Inclusive Event, mais c'est vrai que les uns comme les autres, on a été aussi pas mal pris sur ces derniers mois, et que nous, aujourd'hui, on avait vraiment besoin de travailler avec les organisateurs pour redélimiter un peu leurs volontés, leurs besoins, leurs capacités, et on envisage très clairement maintenant de revenir vers Access et Inclusive Event
pour refaire une boucle, en fait, repartir en disant, bah, là, voilà, au vu de la situation actuelle, au vu des capacités actuelles et tout, voilà ce qu'on pourrait envisager. Maintenant, dites-nous, vous, comment ça, on va pouvoir l'envisager concrètement. Comment on appelle un handi-accueil. Alors, est-ce qu'on garde handi-accueil? Est-ce qu'on passe à autre chose? Quelle couleur on peut utiliser pour avoir des équipes qui soient repérables assez facilement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place vraiment sur la signalétique pour que ce soit cohérent? Enfin, maintenant, voilà, il va falloir refaire tout ce travail, une remise à plat pour pouvoir repartir avec un objectif. Je disais, on n'a pas de deadline temporel, mais c'est vrai que nous, on a quand même voilà, la volonté d'avancer d'ici à la saison 2022. Parce qu'on est obligé malgré tout de sauter un petit peu la saison 2021, quoi. Mais de se projeter voilà, sur 2022 en essayant d'accroître le parc matériel et de toujours avancer là-dessus, quoi. De toute façon, sinon je ne serais pas là pour en parler si on n'avait pas envie d'avancer là-dessus. Merci Hichem. Bon, bah, du coup, un problème, une solution. Alors, peut-être que Rui peut nous parler d'un autre problème, une autre solution. En fait, je vais bien rebondir sur pas mal de choses qu'a dit Hichem. Parce que tu posais la problématique. D'abord, je vais commencer par le fait que le collectif est super important. Voilà. Je pense que ces échanges qu'on a eus a permis à nous de voir les limites par rapport à la régie, etc. Et à eux de mieux comprendre les besoins. Et ça, je pense que c'est ça aussi, mutualiser, c'est mutualiser les idées. Pour revenir à ce que tu disais, je pense que ce qui est dommage, mais après c'est peut-être une question de moyens aussi, c'est de réfléchir à une implantation ensemble, qui n'est pas une implantation qui est déjà réfléchie de manière, c'est ça. Et après, nous, on vient après en disant, voilà, c'est vraiment à l'origine, réfléchir ensemble à l'implantation pour avoir une activité universelle. Parce que je suis d'accord, c'est clair que si tu mets un cheminement, qu'il y a plein de personnes dessus, ça ne va pas le faire. Mais si on réfléchit à une implantation qui permet d'éviter ça, ça arrangera, tu vois, ça améliorera. Et je pense que, comme toute chose, il faut aller vers ça. Il faut penser à une construction de tout au niveau de manière universelle. C'est-à-dire que la conception universelle, que ce soit au niveau festival, au niveau des objets, au niveau il faut aller vers ça en fait. C'est la conception universelle. C'est-à-dire que dès le départ, il faut penser à tout le monde. Et si on n'a pas ce changement de manière de faire, on ne va pas y arriver parce que on a chacun nos limites, mais ces limites, je pense qu'elles peuvent être levées, en tout cas partiellement, en allant vers ça, quoi. Voilà, ça c'était par rapport à ça. Et je comprends la problématique financière, etc. Et c'est ça une problématique. Et d'ailleurs, moi, je sais pas, c'est quelque chose à laquelle je pense. Je vais en profiter là parce qu'il y a peut-être des gens qui vont interagir samedi lors de la diffusion de cette table ronde. Je me pose la question, vu qu'il n'y a pas de volonté politique et qu'il faut peut-être penser autrement, malheureusement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit pourcentage sur le tarif des billets pour... Non, mais c'est après... C'est un cheval de mer, hein. C'est un cheval de mer, un serpent de mer. Ah, c'est un serpent de mer, mais je pense que c'est l'éco-taxe, par exemple, existe. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un social tax? Je ne sais pas comment dire. Parce qu'une personne qui paye, je ne sais pas, 50 centimes de plus sur un billet, c'est rien. Mais multiplié par 2000 ou 3000 personnes, ça permet d'avoir un budget qui permettra de mettre en place des choses qui pourraient accueillir. Donc voilà, ça serait bien qu'il y ait des retours de personnes dans le chat pour voir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à ça? Et voilà, c'est une idée que j'ai depuis un petit moment, parce que souvent, les choses changent du bas en fait, les choses changent du bas et peut-être qu'à un moment donné l'État va dire ouais peut-être
faudrait peut-être changer les choses. Je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe. Voilà, c'est quelque chose voilà, auquel je pense. Quoi d'autre dire? Ben voilà, en tout cas, moi, le collectif, je trouve que c'est super important. La diversité des idées, c'est super important. Moi, le FESDIF, j'ai voulu le créer dans cette dynamique-là parce que c'est la diversité, quoi. Le monde, c'est la diversité. Et c'est pas... Il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus, la diversité, c'est la vie, l'homogénéité, je sais plus, c'est la mort. Et l'uniformité, voilà, l'uniformité, c'est la mort. Et je suis tout à fait d'accord, quoi. Et nous, on veut rendre une société où tout le monde soit pareil. C'est pour ça, moi, je préfère parler d'équité que d'égalité. C'est l'équité qui est importante. C'est pas l'égalité. On est tous différents, donc on ne peut pas parler d'égalité. Donc voilà. Et ça, et le collectif est important pour ça, et qui permet d'amener chacun la prise de conscience des besoins et des limites de chaque structure, de chaque acteur qui sont sur l'événementiel, mais c'est encore beaucoup plus large que ça. Mais l'événementiel est culturel. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Voilà. Juste revenir sur la question de l'éco-participation, qui du coup est un vrai... j'ai fait un amalgame cheval de bataille et serpent de mer tout à l'heure, et c'est un peu des deux. Ça fait très très longtemps, et en particulier dans le domaine de l'écologie appliquée aux événements, qu'un certain nombre d'acteurs l'appellent de leur vœu. Ça pourrait répondre en grande partie à beaucoup de problématiques liées au développement durable. Et moi, dans le développement durable, je mets aussi l'inclusion, parce que la dynamique sociale du développement durable, elle est super importante. Et oui, évidemment, ça serait génial, à condition de bien en borner les contours. Et c'est là où ça achoppe énormément. Du coup, on se rappelle quand même que l'éco-participation, c'est une boîte privée. Du coup, un organisme est quand même géré par des boîtes privées, quoi. Enfin, bref. Du coup, ouais, ça serait une solution, évidemment, de pouvoir rajouter 50 centimes ou 1 euro pour les personnes qui fréquentent les festivals. Ça ferait des centaines, voire des millions d'euros qui pourraient être dédiés à ça. Je pense que ce serait vraiment une solution. Il y avait un deuxième truc sur lequel je voulais réagir, mais je l'ai zappé en partant là-dessus, parce qu'en fait, l'éco-participation, en fait, avec des acteurs de l'environnement en particulier, que ce soit les toilettes sèches ou les déchets, la gestion des déchets sur événements, ça fait vraiment des années et des années qu'il y a ces demandes-là. C'est vrai qu'on pourrait y inclure aussi toute la pertinence d'inclusion et tout le matériel d'inclusion. J'ai perdu le deuxième truc sur lequel je voulais réagir. Ça va revenir. Excuse-moi, ouais, parce que j'ai compris le truc. Parce que moi, j'ai dit écotaxe, mais c'est pas vraiment voilà, éco-participation, c'est le meilleur terme, en effet. Mais est-ce que ça peut pas être géré juste chaque festival? Non. Bah, c'est le festival qui... Il y a le problème de la traçabilité. Après, derrière, qu'est-ce que c'est? Pardon. Après, il y a quand même un problème de traçabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu colles quelque chose, si tu dis une éco-participation, toi, derrière, il va falloir que tu justifies quand même. De dire, en fait, tu participes à quelque chose, et du coup, derrière, il va falloir justifier, il va falloir le tracer. Ça, à mon sens, après, chacun son avis, hein, mais il vaut mieux que ce soit une tierce structure qui gère ça, qui soit totalement transparente. Parmi les cas de figure qui ont été envisagés, il y a la possibilité d'une SIC, du coup une société coopérative d'intérêt collectif, dont les collectivités territoriales pourraient être adhérentes aussi. Pourrait y avoir un contrôle de la part des utilisateurs, il y aurait évidemment un contrôle des cotisants, c'est-à-dire des organisateurs d'événements et tout. Évidemment que ça serait hyper intéressant. C'est éminemment complexe à mettre en œuvre. Ça serait une solution, mais du coup derrière il y a quand même une deuxième. Enfin, il y a toujours cette question-là en fait. En fait, est-ce que c'est... Je vais me faire plein de potes. Est-ce que c'est aux visiteurs, aux participants, aux clients, in fine, de payer ça? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas aller
chercher un petit peu de financement sur les cachets d'artistes. De certains artistes en tout cas. Évidemment, on va pas tous les mettre dans le même lot, mais du coup, on pourrait aussi se poser la question de certains artistes à plusieurs dizaines de milliers d'euros la soirée qui pourraient reverser une partie de ces cachets-là pour plus d'écologie et plus d'inclusion. Ça fait partie des questionnements. Est-ce que une éco-participation n'est pas finalement une forme de délégation de service public de la part de l'État, c'est-à-dire est-ce que c'est pas toi qui finalement est en train de lever une taxe ou un impôt pour assumer du coup derrière il y a quand même un certain nombre de questions qui font de toute façon que ce serpent de mer, ce vieux serpent de mer, parce que je pense que ça existait déjà avant que moi ou plein d'autres on soit dans l'événement. N'a jamais vraiment avancé, n'a jamais vraiment abouti. C'est encore une fois, je trouve que il faut éviter de tomber dans le piège de faire porter l'intégralité de ces démarches-là à des personnes qui en font déjà en fait pas mal. On voit que si les prix des places ont augmenté, c'est aussi parce que les organisateurs demandent en partie à leurs clients, aux visiteurs des festivals de participer plus encore à l'organisation des festivals. Les organisateurs de festivals font énormément de travail, essayent de mettre en place énormément de choses, mutualisent une partie de leurs moyens quand ils le peuvent pour aller plus loin et tout. Du coup, peut-être que s'il manque des moyens, c'est peut-être ailleurs qu'il faut regarder aussi. Il y a peut-être d'autres leviers pour aller chercher les moyens qui manquent, quoi. Je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, je trouve que l'idée d'avoir une participation des artistes, vu leur cachet, ça serait certains. Voilà. Bon, après, oui, certains artistes, oui, bon, voilà, mais c'est juste un petit pourcentage. C'est vrai que. Je suis tout à fait d'accord que c'est du domaine public, quoi. C'est au niveau politique que ça devrait être là, quoi. C'est ça qui est vraiment gênant, mais la proposition, c'était quelque chose, on dirait par défaut, quoi. Mais je suis d'accord que ça peut être très compliqué. Et c'est vrai, j'avais pas pensé aussi le contrôle derrière, quoi. Aussi. Ouais. Ah oui, non, bien sûr. Voilà. Non, mais pour revenir côté mutualisation et collectif, ce que je veux dire, c'est que les compétences de chacun, quand je vois... moi, j'ai beaucoup travaillé dans le collectif. Donc là, avec KGBig, c'est une super collaboration, un partenariat hyper riche. La même chose avec Access Festival et La Miette, où on a réfléchi sur tout ce qui est accessibilité dans le cadre du FESDIF, mais au-delà du FESDIF. La Miette, on a créé une commission accessibilité sur le lieu de La Miette. Au niveau du FESDIF, on a toujours essayé de rendre cet événement le plus accessible possible à l'aide d'Access Festival pour l'accueil, avec du matériel, voilà. C'est cette réflexion-là qui a généré l'idée du comobility. Donc ce cheminement qu'on faisait au FESDIF, qui était de la moquette découpée, qu'on récupérait à Eurexpo, qui était quasi neuve, et qu'on recyclait de cette manière-là, mais qui n'était pas adaptée totalement. Et c'est cette réflexion, comment faire autrement, comment faire quelque chose de pérenne, qui m'a amené à trouver cette idée. Et en fait, à m'apercevoir qu'il n'y avait rien qui existait, en tout cas aussi pérenne et aussi multi-public, multi-service. Voilà, parce que ça va au-delà de l'événementiel, ça peut être mis aussi sur des contournements de travaux, sur des parcs, des plages, etc. Donc, après, c'est comment l'installer, d'où le conseil d'usage aussi. Voilà, c'est une des prestations que je fais aussi. C'est comment conseiller où c'est le plus pertinent à le mettre. Et pour cela, il faut qu'on le prenne dès le départ. Parce que si on arrive après coup, ça complique les choses, quoi. Voilà. Mais voilà, d'où cette collaboration initiale dès le départ est hyper importante. Voilà.
C'était juste pour dire à quel point il avait raison sur le fait d'intervenir très en amont sur les organisations. C'était ça la deuxième remarque que je voulais faire. Au-delà de l'inclusion et de l'accessibilité, il y a la même problématique et le même questionnement qui se pose sur l'écologie. Du coup, de voir comment, de réfléchir en tout cas là-dessus, on peut souligner le travail d'un certain nombre d'organismes qui sont vraiment positionnés là-dessus, le Grand Bureau, le réseau R2D2, Drasticon Plastique, enfin, c'est peut-être tous des noms qui vous disent rien, mais qui sont quand même très présents dans les musiques actuelles, qui font un gros travail là-dessus pour essayer de sensibiliser déjà, d'offrir des solutions, des possibilités de solutions, des leviers aux organisateurs pour essayer de repenser l'organisation des événements en intégrant immédiatement, avant toute chose, ces problématiques-là écologiques. Donc on pourrait tout à fait imaginer que ces problématiques d'inclusion aussi. Et ça, tout ce travail-là, il est fait aujourd'hui. Il portera vraisemblablement ses fruits dans les années qui viendront. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui serait vraiment très importante, c'est de réussir à communiquer auprès de ceux qui projettent de créer des événements. Parce qu'en fait, la problématique d'un événement existant aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure des éditions, il a donc toujours la problématique du modèle économique. Et du coup, c'est plus difficile de remettre à plat ton événement aujourd'hui pour essayer de repartir sur quelque chose qui soit plus cohérent, j'ai envie de dire, du point de vue de l'inclusion et de l'écologie, que les futurs... Il y aura des créateurs d'événements, il y a des gens qui vont créer des événements nouveaux, des trucs qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, en fait, il y a tout ce truc-là d'essayer de les sensibiliser, d'essayer de communiquer, d'essayer d'exister auprès d'eux. Alors c'est difficile parce qu'ils sont difficiles à repérer. C'est difficile d'aller les voir. Toi, tu as envie de créer un événement. Mais du coup, il faut essayer de communiquer autour de ça en leur disant, avant de créer ton événement, va voir AMAC Access, Inclusive Event, va prendre des conseils auprès d'eux, dis-leur où est-ce que tu projettes de créer ton événement, qu'eux puissent te conseiller sur le site, va voir alors sur l'écologie à Remax, sur la mutualisation KGBig, enfin du coup de venir voir en fait toutes ces personnes-là avant pour que tu puisses créer ton événement sur des bonnes bases. Parce que des événements qui sont déjà existants, alors on prend des cas complètement extrêmes mais qui existent depuis 20 ans, quand tu vas les voir aujourd'hui en leur disant attends, regarde ça, on va le bouger là, puis on va faire un cheminement comme ça, puis ton public, au lieu d'arriver là, il va arriver là-bas, c'est forcément compliqué, quoi. Forcément compliqué, y compris sur les domaines écologiques sur lesquels on travaille beaucoup aussi. Évidemment, de dire attends, on va mettre des fontaines à eau, ouais, désolé, mais en fait, le premier point d'eau, il est à 3 km, donc ça va pas marcher, quoi. Donc, du coup, il y a vraiment toutes ces choses-là qui sont à prendre en considération. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai travail, ça doit être déjà, évidemment, un travail avec les festivals existants, les organisateurs d'événements qui ont déjà des choses en route pour essayer de trouver des solutions, d'adapter leur format le plus possible vers l'inclusion, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, mais surtout d'essayer d'aller repérer ces futurs créateurs d'événements là, pour aller les sensibiliser et leur dire attends, avant toute chose, viens, on discute, viens, on va agir là maintenant. Malheureusement, c'est des futurs organisateurs d'événements, donc qui n'ont pas forcément les moyens de payer des prestations de conseil, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir sur ces thématiques-là. Mais par contre, en fait, en ayant un vrai travail avec eux en amont, il y a la possibilité déjà que ce soit prévu, des cas de figure prévus, et qu'en fait, derrière, après leur deuxième édition, quand ils auront les moyens de le faire, en fait, il n'y aura plus qu'à le faire parce que tout aura été pensé en amont, quoi. C'est marrant que tu en parles parce que j'en ai trouvé un, moi, un créateur de l'événement que j'accompagne en fait, qui va être le Rose Festival. C'est un festival qui est lancé par Big Flo et Oli. Un grand festival qui, cette année, ça devait être l'année dernière, ça a été repoussé à cette année, voilà, ça ne peut plus se faire non plus. Donc, ce sera plutôt pour 2022. Et en effet, ils ont fait appel à moi dès le départ pour avoir une réflexion sur l'accessibilité. Et je sens vraiment le régisseur général à fond pour ça, quoi. Donc, j'étais sur site. En plus, ils ont un grand site déjà bien adapté sur pas mal de trucs à Blagnac. Et en effet, c'est super riche de pouvoir réfléchir ensemble
Bon, là, on ne s'était pas réunis avec la Sécu, mais l'idée, c'est voilà, la Sécu, les organisateurs, l'accessibilité, et c'est ça qu'il faut faire en fait. Et moi, je suis d'accord que c'est quand tu crées le festival, et ça, c'est super, quoi. C'est vraiment super, et donc voilà. Donc j'en ai trouvé un, grâce à Jazz à Vienne. Voilà. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Ok, en tout cas, l'idée, c'est que l'accessibilité devienne de l'ADN de l'événement et pas juste la 5e roue du carrosse, comme vous avez pu dire tout à l'heure. Comme vous avez commencé à ouvrir un peu sur les perspectives avec l'écotaxe, est-ce qu'il y a d'autres choses là? Parce qu'il y a plein de choses que vous avez déjà mis en place, plein de choses pour lesquelles vous militez depuis des années. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses où vous dites ça manque encore et il faut qu'on le fasse, ou justement on est en train d'y réfléchir et ça va se faire? L'accompagnement des personnes en situation de handicap vers des métiers professionnels, enfin une professionnalisation de ces personnes-là dans le domaine des métiers. C'est pareil, j'aime pas trop le mot culture, dit comme ça, mais des métiers de la culture, des métiers du spectacle, des métiers de l'événementiel. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Malo et Ambroise sur le fait que, enfin Didier aussi, je crois que tu as abordé un peu le sujet tout à l'heure, sur le fait que, en fait, c'est parce que tu offriras cette possibilité-là à des personnes considérées en situation de handicap d'intégrer ces métiers-là qu'ils se diront que c'est possible. Et que du coup cet accompagnement en fait sera bénéfique et pour eux et pour les organisations, en sachant encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a nécessairement aussi pour les organisations des problématiques. Il faut que ce soit intégré par les organisations aussi. Il faut que les organisations aussi, si elles intègrent des personnes en situation de handicap, adaptent leur planning, adaptent leur manière de travailler. En fait, l'adaptation, elle doit se faire dans les deux sens. Ça peut pas être à sens unique, ça peut pas être que des personnes en situation de handicap qui vont aller faire l'effort d'intégrer ces organisations. Il faut aussi que les organisations leur fassent de la place, y compris sur les équipes techniques, en fait, dans tous les métiers. Et évidemment aussi, du coup, ils en parleront mieux que moi, mais sur les programmations, du coup, d'avoir des spectacles comme est proposé par Malo et Ambroise. Ça, à mon avis, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment l'axe. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait tous que d'un point de vue technique, c'est qu'une question de moyens financiers. On peut faire tout et n'importe quoi, vraiment. C'est qu'une question de moyens financiers. Donc en fait, aujourd'hui, l'axe prioritaire pour l'inclusion des personnes, ça relève plus du technique. Ça relève de la manière de fonctionner des organisations, ça relève de processus qui n'ont plus rien à voir de la technique, parce que techniquement, c'est bon, on a réglé le problème. En fait, il faut juste de l'argent. Juste. Donc après, bon, trouver de l'argent, c'est toute une question. Mais vraiment, aujourd'hui, la priorité de développement, la priorité sur l'inclusion, ça doit être ça, quoi. L'intégration des personnes dans les équipes, la professionnalisation de ces personnes. Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est vraiment le seul truc qui manque, quoi. Oui, je voulais savoir si Ambroise ou Malo vouliez rebondir là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être développé justement pour que les personnes en situation de handicap puissent prendre leur place au théâtre, dans le monde du spectacle? Dans le monde du spectacle ou je sais pas, dans les métiers qui accompagnent le spectacle, c'est plutôt qu'ils viennent nous chercher, qu'ils viennent vers nous, au lieu que ça soit nous qui aillent vers eux, parce que c'est plutôt à eux de venir vers nous que nous d'aller vers eux. Parce que voilà, je pense qu'ils trouveraient des personnes qui sont complètement capables, peut-être en les formant à l'avance, mais qui seraient complètement capables de faire ces choses-là. Pas forcément du théâtre, je veux dire, par exemple, aider à installer dans les festivals, je sais pas, pas forcément dans les festivals, mais aider à faire du son aussi, de trucs comme ça. S'ils n'ont pas aidé à venir nous former même, venir nous chercher pour nous former,
nous, on n'aura pas idée d'aller vers ces métiers-là. C'est ça. Oui, moi je crois qu'on parle de mutualité, mutualisation, mutualisons nos compétences. C'est plutôt ça. Et effectivement, c'est pas tout faire, mais le truc qu'on sait tous faire, il y en a au moins un. Donc c'est ça qu'on peut mettre au service justement d'un festival, du spectacle. Et Ambroise, moi dans ma troupe, tout le monde a ses compétences, tout le monde a ses fragilités. Donc évidemment, moi je vais d'abord chercher le talent. Mais on fait ça dans le monde normal. Je veux dire, on ne va pas demander à un comédien de jouer un truc alors qu'on sait pertinemment qu'il ne sera pas bon là-dedans. Enfin, faut arrêter de... On ne va pas demander à un guitariste de se mettre au piano un soir. Enfin, voilà. Donc, on est tous comme ça. Donc, Ambroise, effectivement, je sais qu'il est très volontaire en plus. Donc, nous, on est comédiens, mais on peut être aussi au bar, on peut être à l'entrée pour accueillir le public. Enfin, on peut faire plein de trucs. Donc, mais ça, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas ce bon sens, quoi. On ne travaille pas assez là-dessus en se disant faut aller chercher les compétences de ces personnes parce qu'on voit que le handicap. On n'arrive pas à aller au-delà de ça. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est vrai qu'on manque de formation, de toute façon, là-dessus pour ces personnes. Et du coup, on est un peu aveuglés, quoi. Sans mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça. Donc nous, on essaye aussi de faire changer ce regard en disant, regardez, quoi, il y a un truc chez eux. Voilà. Donc ce lieu qu'on a ouvert aussi, nous, on n'est pas un lieu de diffusion, hein, et on ne pourrait pas, on n'a pas les moyens. Voilà, financièrement, ça serait trop compliqué et on aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Donc nous, on fait aussi avec nos petits moyens à nous, du médico-social, avec une compagnie, une activité professionnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande les mêmes choses qu'on va demander à une compagnie pour pouvoir rentrer dans les clous. On va me demander de répondre à un appel à projet. Donc, nous, on n'a pas de chargé de diff, on n'a pas de chargé de production, on n'a pas ces compétences, nous. Donc, nous, on doit se mettre toutes ces casquettes-là pour essayer de répondre à tout ça, pour essayer de choper quelques sous, quoi. Ça, c'est un boulot fou aussi, quoi. Donc, c'est tout un ensemble, en fait. Ouais, c'est dingue, mais par contre, on a de l'énergie, et puis je crois qu'on a compris, nous, tous les rouages du truc. Et là, tout ce que j'entends, je me dis, on fait pas les mêmes métiers, mais on va bien dans le même sens. Et je crois qu'on a bien compris que c'est nous qui avons bousculé tout ça depuis des années. Et c'est vrai que pour arriver à où on en est aujourd'hui, ouais, on s'est battu, quoi. Enfin, on a pris des risques. Je pense que maintenant, c'est aussi à eux de prendre des risques aussi et de se dire, allez, on va jouer le jeu, on va leur laisser une place. Et puis voilà. Et puis ça marche pas. Mais si on n'essaye pas, on va pas y arriver. C'est tout, je crois. Et aujourd'hui, on a un moment au niveau de la société, ce qui marche, c'est aussi parce que des fois, il y a un peu une prise de risque. Et je crois qu'ils ont peur. Enfin, moi, je vois les partenaires culturels. Là, tu ouvres tous les sites des théâtres. Tout le monde parle de diversité, de travailler avec le territoire, avec les gens en marche, tout ça. OK. Mais pourquoi ils ne répondent pas quand j'envoie un mail, alors? Vraiment, c'est tout con. Mais je me dis, juste pour une rencontre, pour qu'on puisse nous parler de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, ça plaît pas. Après, voilà, nous, le projet autour de la pièce actuelle là, de Roméo et Juliette, c'est forcément, il y en a qui n'ont peut-être pas envie de ça, mais je comprendrais. Mais pourquoi on ne peut pas en discuter quand même? Parce que moi, j'ai besoin aussi d'avancer. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez, comment on peut, nous, encore changer les choses, encore nous adapter. Parce que pour le coup, je pense que nous, eux, ils savent s'adapter. Hein. Ça c'est quand même... c'est ça, hein. Je pense qu'on sait beaucoup mieux s'adapter que d'autres. Enfin, moi, je l'ai vu avec l'expérience et puis en les embarquant partout, dans toute la France, des fois dans des situations un peu compliquées. Je pense qu'on n'est pas les moins adaptables, hein, pour le coup. Voilà. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut que les choses bougent, mais des deux côtés, quoi. Si ça va que dans un sens, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde joue le jeu. Nous, je pense qu'on sait jouer le jeu. On a appris, et tu parlais pas de bout de ficelle, mais pareil, de bricoler, quoi. On fait que bricoler, quoi. C'est pas possible. Il y a un moment donné, on peut pas créer un beau spectacle si on n'a pas une vraie implantation lumière, si on n'a pas des vrais ingénieurs du son. C'est pas vrai. Il faut arrêter de faire avec du bricolage. On pourra pas. Et pourtant, on attend ça de nous. Eh ben, il faut nous donner les moyens. Bon, après, il y en a... Moi, je parle d'un truc tout bête, mais j'ai réclamé longtemps un véhicule pour nous balader, quoi. Parce que quand on part en tournée, c'est des petites tournées. Mais on m'a donné au départ un vieux véhicule blanc. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand tu trimbales des handicapés, il faut un véhicule blanc, quoi. C'est comme ça. Et ça, moi, j'ai expliqué à l'ESAT où on est. J'ai dit, pourquoi on ne les mettrait pas dans un véhicule noir avec des vitres teintées, comme tous les artistes quand ils se baladent?
Et ben, je me suis battue. Et la région, pour le coup, nous a aidé un petit peu. Et ben, on a un super van noir, vite teinté, hein, Ambroise, avec le logo de la troupe. Mais j'ai dû discuter et parler. Mais pourquoi pas? Enfin, non, mais on est d'accord. Enfin, c'est tout bête, mais c'est aussi important de dire, voilà, quand on déboule aussi sur un lieu pour bosser, pour montrer un spectacle, bah, qu'on soit repéré, mais comme des professionnels, parce qu'on l'est, quoi. Pourquoi toujours récupérer le vieux véhicule pourri Enfin bon. On ne peut pas toujours l'utiliser. Bah si, là, on l'utilise pas en ce moment parce qu'on n'en a pas besoin. Bah, on le prête. Oui, on le prête. C'est celui de la campagne au départ. Donc là, c'est vrai qu'on avait eu une aide en plus de la région. Donc c'était cool. Mais c'est des détails comme ça, mais voilà. Ok. Est-ce que Didier ou Rui, vous vouliez rajouter quelque chose Ça permettra Ouais. de rebondir en fait. Sachant qu'il reste pas beaucoup de temps. D'accord. Ah ouais. Donc je vais faire court. Je pense que ce que vous dites là par rapport Hichem et Malo, je pense que c'est la sensibilisation et la formation, quoi, qui permettra de changer tout ça. Et donc c'est pour ça que je laisserai la parole par rapport à la formation essentielle à Didier. Mais c'est essentiel. Si on veut changer le regard, si on veut que les personnes en face fassent le pas, il faut qu'on sensibilise. Il faut qu'on sensibilise comme vous faites par le spectacle, comme on essaie de faire avec le FESDIF, comme on le fait Amélie et Didier pour les formations, les sensibilisations. Donc, quand je dis Didier et Access, les associations en fait. Et ça, je pense que c'est le point crucial. C'est la formation des acteurs professionnels dans tous les domaines, pour qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait et qui soit en situation. Moi, je pense qu'il y a une personne de mon réseau qui est aveugle et un politique lui a demandé d'une collectivité, est-ce que tu peux sensibiliser et lui, il a dit, tu viens avec moi, je te mets en situation, tu mets un masque et pendant 2 heures, tu vas bouger avec moi, on va se déplacer dans la ville. Et ça, le mec de la collectivité, il a compris, quoi. Et il a tout de suite réagi. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Au niveau des collectivités, tu te mets en situation pendant 2-3 heures dans la ville, tu vas voir comment tu vas galérer. Et là, ça va peut-être faire réagir les gens. Voilà. Je vais te laisser la parole pour conclure, du coup. Voilà. Oui, moi, en tant que responsable formation et sensibilisation de l'Access, je le vois. Je ne vais pas revenir avec tout ce qui a été dit, qui a été déjà très bien dit, donc je ne vais pas y revenir. Juste montrer l'utilité des formations et des sensibilisations, c'est qu'on est en France dans une vision du handicap négatif, quoi qu'on en dise. Il suffit de voir justement dans les médias ou dans les reportages, des choses comme ça, dès qu'on annonce, par exemple, une survenue d'un handicap, il y a toujours cette première vision de qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est toujours négatif, il n'y a pas de « Oh chouette, génial, c'est super, j'adore, j'ai toujours rêvé ». Non, c'est plutôt l'inverse. Donc effectivement, on est dans un fonctionnement sociétal qui a une vision négative du handicap. À nous, quand on fait des formations et sensibilisations, de le changer. Et on le voit, ne serait-ce que l'exercice de demander, que ce soit des enfants, mais d'ailleurs même avec les enfants c'est encore plus parlant, mais aussi avec des adultes, qu'est-ce que pour vous le handicap, qu'est-ce que vous en faites comme représentation, en images, en mots ou autre, on fait la même chose à la fin, on voit une différence. Et on voit qu'on n'est plus sur le même spectre de vision qui a été, on va dire, nettoyé, ou en tout cas qui a réduit fortement tout ce que la négativité a amené, c'est-à-dire tous les croyances, les stéréotypes et les biais cognitifs que nous tous, on subit tous ces biais cognitifs, quoi qu'on en dise. Mais qu'on en ait conscience pour justement se dire, ok, je commence à avoir une pensée qui est finalement peut-être pas la bonne. Et donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir l'enlever? Et c'est en ça que l'outil de la sensibilisation de la formation est utile. Et l'exemple et l'exercice de demander au début et à la fin montre bien l'efficacité de cette dernière. C'est-à-dire que finalement, quand on fait de la sensibilisation de la formation, si on arrive à ce résultat en disant « Ah ouais, c'est plus les mêmes mots, on est plutôt sur des mots positifs », eh ben on a gagné. Et on a déjà fait une petite partie de la population.
Si en plus on peut viser les plus jeunes qui eux-mêmes après peuvent, par leur influence, faire changer leur entourage, c'est encore mieux. Et c'est le but de nos missions de toute façon. Si on arrive à même en toucher qu'un seul sur un groupe, c'est déjà une mission gagnée. Et c'est en final, ce que vous dites tous, c'est que par ce travail-là qui est long, ça par contre il faut bien en avoir conscience, long, pénible, mais utile et nécessaire pour pouvoir vraiment qu'un jour on n'ait plus ce genre de réunion et que finalement ce débat-là, cet échange-là, eh ben, on n'a plus à le faire parce que ça devient complètement naturel et complètement intégré dans le système sociétal. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et quand on dit système sociétal, de facto, le système politique. Parce que ça va de pair, tu l'as dit très bien. Voilà. Moi, je veux rajouter un truc. Il faut qu'on... Ouais. Tu parles d'un truc hyper important, c'est que pendant longtemps, ça résonne, enfin, moi, ça fait écho avec ça. On a cherché pendant longtemps à ce que ce soit les personnes handicapées qui réussissent justement à s'intégrer. Donc, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut que ce soit le monde ordinaire, même si j'aime pas trop ce terme. Il faut qu'eux viennent à nous et viennent rentrer dans nos structures. Donc, si on décidait qu'un festival est géré en partie par des personnes en situation de handicap, sans le dire, c'est juste... ça marcherait peut-être, c'est-à-dire que les gens ne se rendraient peut-être pas compte, ou même s'ils s'en rendent compte, qu'en fait, aujourd'hui, c'est aussi possible qu'un public handicapé gère un festival, gère un spectacle, gère une salle, et qu'on puisse justement inverser les choses. Parce qu'on a trop longtemps essayé, nous, de s'intégrer. Et maintenant, il faut que ça marche dans l'autre sens, quoi. C'est ce qu'on veut, nous, en tout cas, dans nos ESAT. On cherche à ouvrir, on est dans le lien social, pour que les gens d'extérieur viennent à nous, pour mixer tout le monde, mais que ce ne soit pas tout le temps dans le même sens, quoi. Et si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. On est sur un truc un peu hybride, là, mais je pense qu'on en est là, quoi. Alors, ça va être le mot de la fin, Rui ? Ouais, Okay. je ne sais pas, c'est que, pour revenir à ce que tu dis, j'ai lu récemment un article d'un philosophe qui rejette un peu ce mot inclusion et qui parle d'hybridation et qui, en fait, va dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce n'est pas les personnes qui vont s'inclure dans une société, mais que les autres s'enrichissent aussi. En fait, qu'il y a une interconnexion et un pas l'un vers l'autre dans les deux sens. Et j'ai trouvé ça très intéressant de sortir peut-être ce terme société inclusive, mais bon, pour moi, société inclusive est un peu différent que l'inclusion. La société inclusive, c'est-à-dire qu'on va vers une société où tout le monde est mélangé et mixte. L'inclusion, ça renferme. C'est inclusif, voilà. C'est cette dynamique de rendre ce côté collectif, le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble. Et c'est, en effet, il faut que ça aille dans les deux sens. Et je pense que c'est vraiment dans la conscience collective, en fait, qu'il faut qu'on change cette façon de penser. Et l'hybridation, moi, j'ai trouvé sympa comme nom. Voilà. Merci Rui pour le mot de la fin. Merci à toutes et tous pour votre participation. J'espère que ça aura permis d'inspirer, de faire découvrir des choses et donner envie à ceux qui vont vous regarder et vous écouter. Et voilà, et je donne rendez-vous pour la 8e édition du Festif. C'est bon, clap. Merci.